Des livres plein les oreilles. Salut vous toutes et vous tous, comment allez-vous? Clotilde Sey au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois cette émission Des livres plein les oreilles qui, comme son nom l'indique si bien, ne se consacre qu'aux livres audio. Cette semaine, j'ai pour vous un collectif 100% québécois qui s'appelle Ça disparaît. C'est disponible au catalogue Nara. Et il y a un autre titre qui est mis en évidence sur ce catalogue qui nous est très cher puisque entièrement québécois, Nara, ça s'appelle Danser face à l'océan parce que vous savez qu'il ne présente pas que des livres d'ici, il présente aussi des nouveautés d'ailleurs, de toutes les maisons d'édition qui produisent des livres en français. Alors ensuite, je vais compléter le tour de piste des 10 livres en lice pour les prix Audiolib 2025. Aujourd'hui, je vous présente Césambre, vous comprenez pourquoi c'était un peu dur à dire. Alors Césambre, le premier livre, From Here to the Great Unknown, les mémoires de Lisa Presley complétées par sa fille, et lu ici en français, dans le livre que je vous propose, ça a été lu en Europe. Et pour finir, on va retrouver Faline Bobier de Caeb et des nouveautés alléchantes, toujours dans le domaine du livre audio. Ça s'appelle Ça disparaît, c'est édité par Québec Amérique, ça a été enregistré au studio Bulldog sur la rive sud et c'est un projet qui a été financé par l'organisme Ago On lit. Donc, c'est l'acronyme AGOL, A-G-O-L, et ça a été fait avec la participation d'une classe de 5e de secondaire, j'ai nommé celle de l'école de la Magdeleine à la Prairie. Alors, AGO On lit, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut que je vous explique un petit peu que c'est un mouvement qui est dédié à la lecture et au plaisir de lire, spécifiquement chez les adolescents et chez les jeunes adultes. C'est une campagne numérique qui est multiplateforme où les jeunes sont invités, entre autres, quand ils vont sur le site de Ago On lit, à faire un quiz interactif dans le but de connaître leur profil de lecteur, de lectrice. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Le romantique, l'échevelé, comment ils appellent ça aussi? Le fouineur. Ils ont aussi un profil qui s'appelle les mains moites ou encore le surnaturel. C'est vraiment très bien fait et très sympathique. Et bien là, Agol, donc, s'est joint à cette classe de 5e à la Prairie pour produire en audio Ça disparaît, qui nous permet de faire la connaissance un vendredi soir d'un élève du collège Sainte-Anne. Cet élève-là joint les services d'urgence. C'est d'ailleurs ce qu'on va entendre dans l'extrait. L'appel provient de l'intérieur des murs du collège et très rapidement, on réalise que l'amoureux de Romane a disparu. Alors, on écoute un extrait de Ça disparaît. C'est lu par des jeunes, hein. C'est très chouette. Chapitre 1. Vendredi 10 juin, 22h. Collège Sainte-Anne. Ses semelles gémissent sur le plancher de vinyle du collège, brisant le silence. Sa respiration s'affole. Sa boîte crânienne menace d'exploser. Chaque bruit en est un de trop. Le fugitif trébuche, s'arrête. Un des murs centenaires le soutient une fraction de seconde, lui donnant un faux sentiment de sécurité. Comment peut-il être en danger ici, dans son école? Il porte la main à sa tête, là où il a reçu le coup qui l'a presque rendu inconscient. À sa gauche, d'autres pas que les siens grimpent 2 à 2 les marches de la cage d'escalier qu'il croise, le convainquant de pousser la porte de la réception et de la verrouiller derrière lui. Son geste, inutile, ne lui procure que quelques secondes de répit. Il le sait. La personne qui l'a piégé en passant par un autre chemin connaît bien mieux l'école que lui. Pire, elle en a les clés. Il se rue sur le téléphone, en décroche le combiné, tire le fil du vieil appareil vers lui, s'accroupit au sol. Il murmure « Come on, come on, come on » en appuyant malhabilement sur les touches. La connexion au 911 s'établit presque instantanément. Au bout du fil, la voix de la répartitrice se fait rassurante. Des larmes se mélangent au filet de sang ruisselant sur le visage du fuyard. Quelqu'un, peut-être, arrivera à temps. « Quelle est votre urgence ?» répète-t-on. Il halète, tente de chuchoter une réponse, mais aucun son ne sort de sa gorge.
Vous nous appelez du collège Sainte-Anne? Quel est votre nom? Les pas se rapprochent de la porte. Le garçon voudrait hurler, mais réussit tout de même à articuler. « Tristan! » Expliquez-moi la situation. Êtes-vous en danger? Il est déjà trop tard. Il répond en suffoquant. « Vite! » Puis ajoute en s'étouffant dans ses sanglots. « Quelqu'un arrive! » Dans le couloir, les pas s'arrêtent. Une clé tourne dans la serrure. Déjà, il n'écoute plus. La police est en route. Pouvez-vous vous mettre à l'abri? S'habituant à peine à la pénombre, il croise un regard froid. Le visage qu'il distingue n'a plus rien de familier. La voix de la répartitrice résonne désormais inutilement dans son oreille. Êtes-vous toujours là? D'un coup sec, le fil du téléphone est arraché. Et pour connaître la suite, eh bien, rendez-vous sur le catalogue Nara et allez chercher ce livre-là, Ça disparaît, écrit par Marie-André Arsenault, lu par Gabrielle Saint-Germain, Noémie Durand, Laurie Blanchette. Gabrielle Saint-Germain, je ne suis pas sûre que ce soit une des lectrices, c'est peut-être une co-autrice, et c'est édité, je vous le rappelle, par Québec Amérique. Également, chez Nara, j'ai découvert quelques nouveautés qu'ils ont mis de l'avant. Celle-ci nous vient d'Europe, ça s'appelle Danser face à l'océan, c'est de Laurence Pinatel, c'est lu par Aline Chotaille. Nous sommes sur les hauteurs du Pays Basque, à Biarritz, là où le phare domine la baie et guide les marins à bon port depuis quand même près de 200 ans. Nous sommes avec une jeune femme qui a 31 ans, qui a perdu tous ses repères après une mission éprouvante qu'elle a vécue dans l'armée en Afghanistan. Et elle espère bien se refaire une santé morale et physique dans ce Biarritz, entre civilisation et nature, entre passé et présent. Et elle espère vraiment apaiser son cœur. Elle va faire une rencontre avec une madame Heusser, qui est sa logeuse, une dame de 80 ans, qui est assez ombrageuse et solitaire, mais qui éveille sa curiosité. Et c'est un petit peu l'histoire de ces deux femmes qu'on va découvrir dans ce livre de Lorraine Pinatel, qui nous avait déjà bien plu avec Le Parfum des embruns, il y a maintenant quelques années. Voilà, ça a été produit par le studio Hardigan. Je ne sais pas si la jeune fille en question est celle qu'on va découvrir en train de danser face à l'océan dans cet extrait. Les deux sœurs se retranchèrent aussitôt dans le salon. Elles bavardèrent longtemps, se racontant tous ces longs mois pendant lesquels elles avaient été séparées. Quand l'horloge sonna 3 heures, l'après-midi était déjà bien entamé. Colette prit congé, chaussa ses pointes et enchaîna les exercices techniques dans sa chambre, face au vieux miroir. Hélas, l'exiguïté de la pièce lui interdisait de répéter les chorégraphies qu'elle avait apprises. Elle ouvrit la fenêtre et laissa pianoter ses doigts dans l'air pour en deviner la température. Il faisait doux pour un 18 décembre. Elle décida d'aller s'entraîner sur le plateau de l'Atalée, qui n'était qu'à une 12aine de minutes à pied. La petite esplanade face à l'océan serait parfaite pour danser. Ayant revêtu une jupe longue par-dessus son collant, elle quitta discrètement la maison et s'enfonça dans l'étroit jardin. Mieux valait escalader les murs que de passer le portail. Ni elle, ni sa sœur n'avaient le droit de sortir sans escorte depuis l'arrivée des Allemands. Le soleil entamait déjà sa descente. Elle avait une demi-heure devant elle, tout au plus. Elle remonta l'avenue de la République, puis évita les rues principales pour croiser le moins de monde possible. Une fois arrivée au-dessus du port des pêcheurs, elle bifurqua derrière la villa Le Goéland et contourna l'aquarium en direction de la cloche de l'Atalée. Le vent soufflait à plein poumon. L'horizon était dégagé. Le froid lui mordait la peau. Mais Dieu, que c'était beau! Malgré le bunker à quelques mètres d'elle et les dizaines d'autres qui avaient poussé sur la côte, Biarritz restait Biarritz. Sublime. Elle pivota sur elle-même pour vérifier qu'elle était seule et se mit en position. Se remémorant la musique, elle entama la variation de l'acte 2 de Raymonda. Le sol irrégulier heurtait ses orteils et entravait ses mouvements, mais peu importe. Face à l'océan, elle se sentait l'âme d'une créature mystique, en plein rite païen,
une nymphe protectrice des marins et des pêcheurs. C'était grisant. Elle enchaîna les pirouettes sur pointe en traversant la petite place à toute allure et s'arrêta pile devant le muret. Elle baissa lentement les bras, prête à saluer son public aquatique. Soudain, des applaudissements retentirent dans son dos. Sidérée, Colette fit volte-face. Perché sur les marches, un jeune homme en uniforme de la Wehrmacht l'observait, tout sourire. Le sang de Colette se glaça. Raymonda, pour ceux que ça intéresse, c'est une musique de Monsieur Glazunov. En lice maintenant pour le prix Audiolib 2025, il restait des livres que je n'avais pas encore ouverts ou écoutés pour vous. Voici Sésambres d'Hélène Gechtern. Après un hommage à la beauté de la côte du Pays Basque, eh bien voici un hommage à la beauté de la côte bretonne avec un homme qui s'appelle Yann de Quérembrun, qui vient se réfugier dans sa maison familiale qui est juste en face de l'île de Sésambres. Il découvre là les archives familiales de son arrière-grand-père. Il s'y plonge. Cet homme-là, Octave de Quérembrun, rêvait de créer de nouveaux bateaux qui seraient absolument insubmersibles sur la mer. On parle pas là de gros paquebots comme le Titanic, mais simplement de bateaux de pêcheurs et tout ça. Alors, il a créé la compagnie maritime Quérembrun et Fils, et c'est un petit peu l'histoire de cette compagnie-là qu'on nous raconte, et qui n'est pas qu'une belle histoire entrepreneuriale, qui est aussi une histoire avec ses douleurs, avec ses mauvais souvenirs et avec ses joies. Alors, ça s'appelle Sésambres, c'est d'Hélène Gechtern et c'est lu par Renaud Bertin Cordoliani. En voici un extrait. Bien qu'elle eût ouvert plusieurs années auparavant, je n'avais jamais mis les pieds à la librairie de Paramé. Disposée tout en longueur, la boutique était pourtant agréable et bien achalandée, comme en attestait le flux régulier de ses clients. Et elle offrait exactement ce que j'étais venu y chercher, un rayon Bretagne bien garni. J'ai demandé au jeune libraire, qui semblait connaître son fond comme sa poche, s'il existait des livres consacrés à Sésambres. Il m'a tendu un petit ouvrage oblong, du format d'un carnet de pastel. C'était un album illustré qui retraçait l'histoire du lieu à travers une série d'aquarelles commentées. Pendant que je feuilletais l'ouvrage, le libraire avait disparu dans sa réserve. Il en est revenu avec un pavé à la main. Couverture défraîchie, 600 pages de caractères serrés, entrelardés de notes, le même genre de somme que celle que je rêvais de commettre sur la piraterie. Et qui, malgré les 10 ans de travail qu'elle avait dû coûter, prenait aujourd'hui la poussière dans une arrière-boutique bretonne. Le libraire a précisé « C'est écrit par Père Kéréséon, mon prof à la fac de Rennes. Toute l'histoire de la côte depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il y a plusieurs chapitres sur Sésambres. Un peu costaud, mais vous pouvez sauter les notes. » J'ai songé à la quantité industrielle que j'en avais produit dans ma vie. Parfois, c'est utile, les notes. « Vous êtes prof, vous aussi ?» J'ai répondu par un « ambigu. Depuis Paramé, ma chère parisienne paraissait loin. Le libraire a poursuivi. « Si ça vous intéresse, je peux vous mettre en relation avec l'auteur. » J'en ai profité pour lui demander s'il avait connaissance d'autres ouvrages sur l'île. Il en existait bien un, court mais sérieux, publié par une journaliste 10 ans plus tôt. Une bande dessinée aussi, qui avait pris Sésambres comme toile de fond à l'époque de l'occupation. J'ai passé commande des deux. Au moment d'enregistrer mes coordonnées, le libraire a marqué un temps d'arrêt. « Quérembrun comme Quérembrun les bateaux ?» J'ai acquiescé. « Alors c'est vous l'historien à la Sorbonne ?» Je suis resté interdit. Même si la librairie possède un fonds intéressant, je doute qu'elle fasse dans les traités d'histoire romaine.
Votre père m'avait expliqué qu'il avait un fils prof à la fac à Paris. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme il disait. Il me faut quelques secondes pour assimiler. Mon père, Charles de Quérembrun, oui, passait parfois au magasin. J'ai été triste d'apprendre son décès. J'encaisse, sans mot dire. Le libraire, qui n'a pas remarqué mon trouble, glisse mes livres dans un sac en papier et promet d'envoyer un message dès que la commande sera arrivée. Une fois au dehors, ébloui par le soleil devant la placette où le marché s'anime, je reste immobile. Ainsi, mon père venait ici, et il parlait de moi aux commerçants du quartier. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Méprisait-il réellement mon métier comme j'avais fini par m'en persuader ? Mais dans le cas contraire, que ne m'avait-il détrompé lui-même aussi, au lieu de multiplier les sarcasmes sur les fonctionnaires et la fac, cette usine à chômeurs ? Je ressens le besoin subit de marcher au bord de l'eau jusqu'à ne plus sentir mes jambes. Il me faudra du temps pour accepter les mots entendus ce matin, pour apprivoiser l'idée de plus en plus térébrante que si Charles m'a en grande partie tenu à l'écart de sa vie, c'est aussi parce que je ne lui ai laissé aucune chance de connaître la mienne. Très jolie phrase pour finir cet extrait de Sésambres d'Hélène Gechtern. From Here to the Great Unknown, les mémoires de Liza Marie Presley. Hélas, qu'elle n'a pas pu compléter parce qu'elle est décédée avant d'avoir terminé cette coécriture, je devrais dire, avec sa fille, qui s'appelle Riley, peut-être, R-I-L-E-Y, qui a terminé d'écrire tout ça. Il semblerait que ce soit un texte profondément touchant. D'ailleurs, il y a un avis d'une Madame Chouline sur Babelio qui dit « J'ai admiré le courage de Lisa Marie, sa façon de se raconter avec une lucidité désarmante, sans phare et sans faux semblant. » Et elle dit que du côté de l'audio, la narration est incroyablement juste. Florence Loirecaille incarne la voix de Lisa Marie avec émotion, tandis que Rachel Arditi prête sa voix à Riley avec délicatesse et profondeur. Parce que oui, c'est un texte à deux voix. On entend la mère et la fille. Ma mère était fille d'un officier de l'US Air Force. Elle a fait la connaissance de mon père alors qu'elle avait 14 ans, avec l'autorisation de ses parents. C'était une autre époque. En ce temps-là, quand les femmes accouchaient à l'hôpital, on les endormait et au réveil, elles avaient un bébé. Ma mère était très belle et élégante à son entrée à la maternité. Quand elle est revenue à elle, on s'est contenté de lui tendre un enfant. Ma mère m'a raconté qu'elle avait songé à faire une chute de cheval pour provoquer une fausse couche. Elle ne voulait pas prendre du poids à cause de la grossesse. Elle trouvait que ça ferait mauvais effet de la part de la femme d'Elvis. Il y avait tant de femmes qui lui couraient après, toutes plus belles les unes que les autres. Elle voulait avoir son attention sans partage. Elle était si bouleversée quand elle est tombée enceinte qu'au départ elle n'a mangé que des pommes et des œufs, et elle n'a jamais pris beaucoup de poids. D'emblée, j'ai été un fardeau pour elle, et j'ai toujours eu le sentiment qu'elle ne voulait pas de moi. Je crois en l'énergie in utero, si bien que j'avais peut-être déjà ressenti son envie de se débarrasser de moi. En fin de compte, elle a décidé de me garder, mais sur le coup, elle n'avait pas un grand instinct maternel. C'est peut-être ce qui cloche chez moi. Quand j'étais petite, je contemplais souvent ma mère pendant qu'elle se maquillait. Il y avait 2 lavabos dans la salle de bain, et entre les deux, une immense coiffeuse. Ma mère possédait plus de maquillage qu'une fillette ne pouvait l'imaginer. Des produits MAC et Kevin au coin, des tiroirs entiers de pinceaux et de crayons à lèvres, d'ombres à paupières, et la plus célèbre des couleurs de rouge à lèvres, MAC, Spice. Elle dessinait au contour de ses lèvres l'arc de Cupidon qu'elle adorait et qu'on a tous hérité de son père, face au petit miroir de la coiffeuse. Et je trouvais que ses lèvres étaient la perfection même. Pour moi, elle était la plus belle femme du monde. Je l'ai regardée et je lui ai demandé « Tu as quel âge ?»
C'était la première fois que je réfléchissais à son âge. Elle a ri et m'a répondu « J'ai 28 ans ». C'était si jeune. Ma mère sentait fondamentalement qu'elle était brisée, qu'elle ne méritait pas d'être aimée, qu'elle n'était pas belle. Elle éprouvait un profond sentiment d'infériorité, et je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. J'ai tenté toute ma vie de trouver la réponse. Ma mère était une personne incroyablement compliquée et foncièrement incomprise. Dans ma famille, il y a une longue lignée de jeunes filles devenues mères. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère ont eu leur premier enfant jeune, alors qu'elles n'étaient elles-mêmes que des enfants. En vieillissant, je me souviens avoir pensé que j'aurais aimé être la mère de ma mère et la mère de ma grand-mère. J'ai commencé à identifier ce dont manquent toutes les jeunes mamans. Très, très joli, hein. Les mots là qu'on vient d'entendre étaient ceux de Riley, qui parlait de sa mère, Lisa Marie Presley, fille de, évidemment, Elvis. Alors, on en apprend beaucoup, oui, sur Elvis, sur la jeunesse de Lisa Marie, mais on en apprend aussi beaucoup sur ce qu'elle a vécu après, quand elle s'est mariée avec Michael Jackson et qu'elle vivait à Graceland, et en tout cas, et à toute cette espèce de vie à la fois brute et sauvage, et puis complètement idyllique, quoi. Et voilà. Alors, c'est un livre sans pareil, c'est vraiment quelque chose, ça vaut le coup de découvrir ça, et je suis d'accord avec cette lectrice de Babelio, c'est formidablement lu par Florence Loirecaille et Rachel Arditi. Maintenant, pour terminer, tiens, sur le prix Audiolib 2025, Fragrantia, de Paul Richardot, lu par Anatole de Bodina. J'en avais encore jamais parlé. Le thème est très simple. Et si vous pouviez revivre vos souvenirs les plus précieux à travers leur parfum. C'est cette immersion dans le passé que vous propose non seulement ce livre, mais l'entreprise qui s'appelle Fragrantia, d'où le titre, à une poignée d'élus qui vont se prêter à une expérience olfactive pour retourner dans leur passé. Je vous en propose tout de suite un extrait. Tandis que le vieil homme, lancé dans une description désordonnée de son souvenir, continuait de dépeindre cette classe lointaine, Alain listait, décortiquait et traduisait chaque divagation. Des souliers en cuir par-ci, l'effluve froid de l'encrier par-là, il transformait l'information en matière première et posait le nom des essences sur sa feuille. Satisfait de ses notes, il fit signe à Elias de s'approcher. Le jeune homme attrapa la liste, contourna le bureau et préleva dans une armoire toutes les fioles indiquées. Sans un bruit, il traversa la pièce et s'assit devant un plan de travail situé derrière le patient, toujours en proie à ses pérégrinations. Là, l'assistant olfate mélangea les différents composants dans un bécher posé sur une balance de précision. C'était une école de garçons. On devait attendre la fin de journée si on voulait voir les filles. Je me souviens que j'avais une petite amie. Elle partageait avec moi ses bonbons ânes. Oh, une gentille gamine. Elias s'interrompit et redressa la tête en direction d'Alain. Les bonbons ânes. Venait-il de mentionner la réglisse ? Le praticien, qui avait relevé la réaction de son assistant, lui sourit en signe d'approbation. Elias se leva d'un bond et retourna à l'armoire. Pour parfaire l'atmosphère olfactive du souvenir, cet aspect devait figurer en trace dans la formule. Malgré ses facettes vertes et cuirées, l'isobutyl-quinoléine conviendrait. Une fois le mélange terminé, il le dilua dans la SVM, introduisit le tout dans un ébulliseur et le remit à Alain. Ce dernier attendit tranquillement que son patient finisse son histoire avant de lui demander « Vous êtes prêt ?» Les lèvres tremblotantes du vieil homme lâchèrent un « oui » à peine audible. Alain appuya sur le bouton marche du dispositif et les premières volutes de vapeur s'élevèrent depuis la fente. Il tendit l'appareil au patient. « Il est temps pour vous de retrouver votre passé », sourit-il. Sans attendre, celui-ci porta l'objet à son nez et prit une grande inspiration.
Une fraction de seconde suffit à ses cellules olfactives pour capter les molécules odorantes qui flottaient dans l'air. L'instant d'après, le souffle coupé, il lui sembla tomber dans le vide. Un plongeon dans les limbes de sa mémoire, un voyage là où personne ne s'aventure. L'oubli. Il était en immersion totale dans les méandres de son cerveau. Le mélange ne faisait pas seulement remonter les souvenirs, mais aussi toutes les émotions et les sensations passées. L'insouciance, la légèreté et la candeur de l'enfance. Il aurait été incapable de se rappeler quand il les avait ressenties pour la dernière fois. Un jour, elles avaient simplement disparu de ses perceptions. Alors que son hypothalamus digérait l'information olfactive, son corps s'embrasa. Une explosion d'anecdotes, toutes plus lumineuses et précises les unes que les autres, refirent surface. Des détails qui lui semblaient perdus depuis si longtemps. Les grimaces de son professeur lorsqu'une réponse était fausse, les doigts boudinés des élèves qui s'agrippaient à son col quand il découvrait l'affront poussiéreux, les lacets toujours défaits de Louis. Louis et son rire qui rebondissait contre les murs de la cour de récréation. Louis et ses genoux égratignés, pleins de terre et de sang. Une irradiation chaude emplit le ventre du vieil homme. Il était euphorique, extatique. Il était à nouveau ce gamin. Fini ce corps flétri, ce corps que le passage inéluctable du temps avait rabougri et courbé. Il se sentait soudain éternel, impétueux et brave, comme seuls peuvent l'être les enfants. Le torse bombé face à l'avenir, défiant de son regard malicieux le monde qui s'offrait à lui. Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait... Non. Il piétinait de ses souliers d'écolier l'adage. Si vieillesse se souvenait de ce que jeunesse était. Son âme entière se gorgea de plaisir. Les larmes coulaient le long de ses joues déjà sillonnées par les années. Il était à la fois vide et plein, présent et si loin. Quelle expérience quand même. Respirer un parfum et soudain... Remarquez, ça nous arrive à tous, ça vous arrive jamais tout d'un coup, vous ressentez, vous êtes « Oh mon Dieu, c'était à tel endroit, telle année ». Bon. Vous écoutez Clotilde Sey à l'émission des livres plein les oreilles. Restez avec moi dans quelques secondes. Je reçois Faline Bobier. Je vous le disais, c'est l'heure, le temps de retrouver Faline Bobier du CAEB qui, comme tous les mois, nous propose 3 livres qu'elle a très très envie que vous écoutiez. Bonjour Faline. Bonjour Clotilde. Comment allez-vous? Oh, très bien. Bon, le moral est bon. Arrive. Ben oui, ça nous fait du bien. Ah. Le vrai printemps, parce qu'en fait, il est arrivé depuis déjà pas mal de temps, mais là, le vrai printemps. Faline, vous nous arrivez avec 3 livres, dont un d'ailleurs, dont j'avais déjà évoqué le titre ici, mais je ne m'étais pas tellement appesantie dessus. Alors, j'étais contente que vous reveniez avec le sujet. Je vous laisse le soin de nous le présenter. Très bien. C'est donc le premier livre dont on va parler, je pense, c'est Le Roi et l'Horloger. C'est bien ça. Par Arnaldur Indridason. Je pense qu'il est très bien connu pour d'autres types de romans. C'est un écrivain islandais qui écrit surtout des polars assez noirs. Il est très bien connu mondialement. Je pense que ses livres ont été traduits dans 40 langues. Jusqu'à date, il a vendu comme 18 millions de livres. Mais pour ce livre-ci dont on va parler, Le Roi et l'Horloger, c'est plutôt un roman historique. Donc, le roman se déroule au 18e siècle, au château du roi de Danemark. Oui. Et l'histoire est racontée par le vieux horloger John Siberson, qui est venu à la cour pour faire une réparation délicate d'une horloge. Et donc, c'est un peu l'histoire du rapport entre le roi
Christian VII et John. Et le roi, il faut dire, je pense que c'est vrai du point de vue historique aussi, avait des problèmes mentaux et aussi était un peu écarté du pouvoir à cause de ça. OK. Dites donc, c'est pas la première fois que j'entends une histoire comme ça. Il me semble que chez les Anglais aussi, il y a eu Georges qui était un peu... Oui, c'est ça, oui. Bon, peut-être que, je sais pas, oui. Mais Georges, lui, il était plus passionné par les étoiles, je pense, que par l'horlogerie. Voulez-vous qu'on écoute tout de suite un extrait? C'est le moment où il va découvrir dans les sous-sols du château cette vieille horloge qui est absolument sublime et Dieu sait s'il est navré de voir dans quel état elle se trouve. On écoute un extrait de Le Roi et l'horloger. L'horlogerie était sa vie et son plaisir, tant et si bien qu'il avait très peu eu le temps de se consacrer à d'autres choses. Il s'était d'ailleurs taillé une belle réputation dans sa profession, et c'était sans doute pour cette raison qu'on l'avait fait venir au palais pour s'occuper des horloges royales. Non qu'il en tire une quelconque vanité. Il s'efforçait au contraire à encore plus de conscience. La réputation était quelque chose de précieux. Il en avait fait l'amère expérience chez lui en Islande. Plongé dans ses pensées, il contemplait l'humiliation que subissait Albrecht, le plus grand horloger de son temps. Il essayait de comprendre comment fonctionnait jadis ce mécanisme dans son extrême complexité. Une idée singulière germa tout à coup dans son esprit. Peut-être pouvait-il essayer d'œuvrer pour qu'à nouveau ce chef-d'œuvre élève et exalte l'esprit humain. Il était le premier surpris par ce projet saugrenu. Personne n'avait jamais mis en doute son adresse ni sa compréhension de la subtilité de ces machines destinées à mesurer le temps, mais il ne se considérait nullement apte à intervenir sur une telle création de l'esprit. Pourtant, une voix lui murmurait que c'était désormais la tâche à laquelle il devait se consacrer, maintenant qu'il commençait à être âgé. Et c'est ce qu'il va faire. Et il y a une espèce d'amitié qui va se nouer entre ces deux hommes-là, donc entre le roi et l'horloger, d'ailleurs d'où le titre du livre. Oui, c'est vrai. Et il faut savoir aussi ce que moi je ne savais pas, au 18e siècle, l'Islande est une colonie danoise, donc gérée par les représentants de la couronne. Et il y avait souvent abus du pouvoir parce qu'ils usaient de leur autorité pour s'approprier des biens des Islandais. Et donc, l'histoire que John va raconter au roi Christian, c'est l'histoire de son père qui a été décapité par le père de Christian quand il était... c'est ça qui va les unir. Va les unir, je veux dire. C'est ça. Donc, c'est un peu l'histoire de... Il y a plein de thèmes, mais rapport entre puissants et pauvres gens, aussi abus de loi pour cause d'avidité. Donc, c'est un livre très intéressant. Oui, c'est ça, parce qu'on sort un petit peu du royaume de Christian VII. On va aussi visiter tout ce que la ville de Copenhague a de plus beau et de plus laid. Oui, c'est vrai. Alors, Le Roi et l'horloger, présenté par Faline Bobier à cette émission des Livres plein les oreilles, et c'était lu, je voudrais le préciser, par Jérémy Bardot. Très, très bonne idée que vous avez eue de nous présenter Les Visionnaires comme second livre. Alors, parlez-nous de ces femmes qu'on retrouve dans Les Visionnaires. Oui, il s'agit aussi de l'histoire, mais cette fois-ci, c'est de l'histoire vraie, si je peux dire. Donc, c'est un livre qui a été écrit par un Allemand, Wolfram Eilenberger, qui est philosophe, et il va parler surtout de la période entre 1933 à 1943. Donc, si vous voulez, ça marque le chapitre le plus noir de la modernité en Europe. Oui, c'est clair. Et il va regarder cette période à travers 4 femmes philosophes, écrivaines, penseuses. Donc, Simone de Beauvoir, Simone Weil et Ayn Rand et Hannah Arendt. Donc, on va voir un peu le développement de leurs idées visionnaires
et leurs idées, surtout sur la relation entre l'individu et la société, l'homme et la femme, le sexe et le genre, la liberté et le totalitarisme, et Dieu et l'homme ou les êtres humains. Donc, et pendant une période où toutes les quatre avaient à peu près vers la trentaine. Ouais. Donc, c'est très intéressant parce que, par exemple, si on pense à Ayn Rand, c'est quelqu'un elle a fui la Russie pour se trouver aux États-Unis, où elle est devenue par la suite vraiment personnage emblématique, surtout pour la pensée libertarienne. Oui. Mais les trois autres aussi. Oui, mais c'est ça. Elles ont toutes les trois en commun cette pensée libertarienne-là, et notamment Simone de Beauvoir, qui, elle, dans ces années-là difficiles, mais partage sa vie avec Sartre. Et si vous le voulez bien, on va écouter un extrait de Les Visionnaires de Wolfram Eilenberger. Et là, justement, c'est un gros plan sur Simone de Beauvoir. Depuis les premières pages noircies dans ses journaux de jeune fille, lui paraissait le plus important. Se consacrer avec la plus grande attention possible aux questions qui hantaient son existence et dont elle ne connaissait pas encore les réponses. Étrangement, les questions étaient les mêmes aujourd'hui qu'hier, à commencer par la question du sens que pouvait avoir sa propre existence et celle de l'importance des autres pour notre vie. Ce qui avait néanmoins changé, en ce printemps de l'année 1943, c'est que Simone de Beauvoir, pour mener cette réflexion, se sentait plus libre et plus sûre d'elle que jamais. Au plus fort d'une guerre mondiale, au cœur de sa ville occupée. Malgré les cartes de rationnement et les problèmes d'approvisionnement, malgré la privation chronique de café et de tabac qui poussait Sartre, désespéré, à ramper chaque matin sur le sol du Flore à la recherche des mégots de la veille. Malgré les brimades des contrôles quotidiens et les couvre-feux, malgré l'omniprésence de la censure et des soldats allemands qui, même ici, à Saint-Germain-des-Prés, s'ébattaient dans les cafés avec une indécence de plus en plus crasse. Tant qu'elle disposait de temps et de calme pour écrire, tout le reste était encore supportable. Extrait de Les Visionnaires. Mon Dieu, que ce doit être intéressant d'entendre sur chacune de ces quatre femmes-là ce que ce monsieur Eilenberger a à dire. On va tout de suite passer au troisième, malgré tout l'intérêt que l'on porte à ce dernier livre. Le prochain n'est pas inintéressant et on reste encore une fois dans cette Seconde Guerre mondiale. C'est ça, oui, c'est... Cette fois-ci, c'est encore une fois un roman historique, dans un peu mélange de faits réels et de fiction. C'est donc Les Démons de Berlin. C'est le deuxième livre de Fabiano Massimi, écrivain italien. Le premier, c'était aussi un roman historique et thriller, L'Ange de Munich. Oui, je me souviens bien. Et dans son premier livre, il va aborder aussi un fait réel, c'est-à-dire la mort suspecte de Gély Roubar, qui était la nièce et la maîtresse d'Adolf Hitler. Donc, mais cette fois-ci, dans Les Démons de Berlin, comme vous dites, c'est entre les deux guerres, si vous voulez, et il s'attaque à un événement majeur de l'histoire du XXe siècle, c'est-à-dire l'incendie du palais du Reichstag, le Parlement allemand, à Berlin, le 27 février 1933. Donc, on retrouve dans le livre les sinistres figures de l'histoire vraie, comme Himmler, Göring Hitler, et compagnie, mais aussi avec ces personnages fictifs. Et le personnage principal, c'est Siegfried Sauer, qui est un ancien commissaire de police qui vient à Berlin pour essayer de trouver la femme qu'il aime, qui a disparu après avoir rejoint la résistance à Berlin.
OK. Alors donc, on sait que c'est une ville qui est en proie à un climat politique d'une violence extrême, hein, depuis que Hitler a été nommé chancelier. On retrouve un petit peu tout ce que Berlin était, de quoi Berlin était composé, à la fois de bruit, de fureur. Et c'est vraiment sans faire. Non, je vous jure que c'était pas pour faire un jeu de mots. Non, et moi, je me souviens du premier qui avait été bien traduit, dont vous avez parlé de Monsieur Massimi. Alors, oui, c'est un livre que j'aimerais bien aller feuilleter par les oreilles. Et Les démons de Berlin, c'est lu ici par Nicolas Matisse. En voici un extrait. Cet incendie n'est que le début. Il a peut-être l'intention d'ajouter autre chose, mais à cet instant, la coupole de verre qui surmonte le grand Reichstag émet un craquement sinistre, pareil à la plainte d'une bête blessée. « Elle va s'écrouler !» s'écrie un pompier. « Faites sortir le chancelier !» Rappelés à la réalité, les 6 hommes se précipitent vers la sortie, laissant leur observateur méditer sur la scène, seul au milieu de l'enfer. Les mots de Hitler résonnent dans sa tête, et aussi un prénom. Son prénom à elle. Rosa. Le cœur débordant d'amertume et de chagrin, il comprend la vérité. Cet incendie n'est pas le début. C'est la fin. Les démons de Berlin de Fabiano Massimi qui nous était présenté aujourd'hui par Faline Bobier du CAEB. Faline, je voudrais prendre quelques secondes pour vous remercier encore beaucoup de votre participation à cette émission des livres plein les oreilles cette saison, parce que vous savez que là, on arrive bientôt à la fin de la saison et donc ce sera notre dernière chronique ensemble. Mais vraiment encore, merci beaucoup, surtout pour les personnes pour qui le livre audio est une nécessité, puisque CAEB s'adresse en particulier à eux pour leur offrir tous ces livres-là. Alors, je voulais vous témoigner de toute mon amitié pour cela. Et merci beaucoup, Clotilde, pour nous donner l'occasion de parler de nos livres. Et aussi, c'est bon pour moi parce que j'ai appris pas mal, où j'ai eu le plaisir de lire des livres que j'avais pas encore lus. Ah. Donc ça aussi, c'est... Et moi de même, si vous saviez tout ce que j'ai lu depuis 10 ans, c'est quelque chose. Alors, tenez, je vous embrasse bien fort via le téléphone, puis je vous dis, je l'espère, à la saison prochaine peut-être. Oui, très bien, j'espère moi aussi. Allez, merci infiniment. Au revoir. Au revoir, Faline. Des nouveautés maintenant. D'abord, ce livre « Tous les silences ne font pas le même bruit ». Mon Dieu, que j'aime ce titre. C'est de Baptiste Beaulieu. C'est lu par Olivier Martineau. De l'enfance à l'homoparentalité. Je pense que c'est clair, il n'y a pas besoin d'expliquer ça. L'auteur revient sur des moments clés de son existence, évidemment pour rendre compte de cette homophobie persistante à laquelle il a été et il est encore confronté. Une homophobie, qu'elle soit visible ou insoupçonnée d'ailleurs. Alors il va passer en revue tous ces combats sociaux quand même qui ont été gagnés. Bon, c'est le cas pour le mariage pour tous. Mais avant aussi de jeter un œil sur les luttes qui sont encore à mener. Et j'ai eu envie de vous parler de ce livre-là parce que j'ai été assez interpellée lorsque, en lisant un article récemment dans un journal, dans la presse, pour ne pas le nommer, j'ai constaté qu'il y avait une recrudescence à nouveau dans nos écoles, dans nos universités, de racisme ambiant envers les personnes homosexuelles. Et j'en revenais pas qu'en 2025, on soit encore
obligés de souligner ce fait qu'on voudrait ne plus jamais avoir à lire dans les journaux et ne plus jamais avoir à entendre dans nos écoles, quel que soit l'âge des élèves qui s'y trouvent. Alors j'ai trouvé intéressant d'avoir cet avis de Baptiste Beaulieu, « Tous les silences ne font pas le même bruit », dont on va entendre un extrait lu par Olivier Martineau. Toi, ça me dégoûte. Tu te tournes discrètement vers tes parents, tu guettes. Expliquez-moi qu'il n'y a là rien de bien grave et que cela ne mérite pas une telle désapprobation de ma part. Contredisez-moi, papa, maman, c'est juste deux hommes qui s'aiment. Vraiment, c'est dégoûtant, rajoutes-tu. 2 minutes après, le reportage parle du sida. Le terme est lâché, maladie sexuellement transmissible. Tu dis tout haut, bien fait, ils n'ont qu'à pas faire leur truc aussi, c'est pas naturel. Papa, maman, engueulez-moi s'il vous plaît. Mais ta mère, silence radio. Ton père, rien. Ce n'était pas leur rôle de s'interroger sur ce que tu ressentais alors ? Tu avais quoi ? 9 ans ? Tu n'as plus jamais été parfaitement heureux dans ta vie après ça ? Parfaitement insouciant ? L'enfance s'est finie comme ça. Devenu adulte, tu reparles de cette scène avec ta mère. Elle te dit n'en avoir aucun souvenir. Elle s'excuse aussi pour avoir ri devant la cage aux folles. Elle ne se doutait pas. C'était une autre époque. Toutes les familles regardaient le film du dimanche soir et riaient devant. Elle a raison. Voilà que tu écris tout cela et que tu te demandes si ce n'est pas la relecture de ces faits avec tes yeux d'aujourd'hui qui te font voir les choses ainsi. Est-ce que tu as souffert de cette situation à l'époque ? Ou en as-tu souffert a posteriori ? Néanmoins, tu es certain que jamais tes parents n'auraient voulu de cette douleur pour toi. Et comment auraient-ils pu savoir ce que toi-même, tu n'arrivais pas à nommer en toi ? Peut-être que sur le moment, il ne s'est rien passé de plus qu'une famille devant la télévision, riant devant le film du dimanche soir. Peut-être. Est-ce que des douleurs anciennes peuvent apparaître aujourd'hui ? Est-ce que cette douleur existait avant la rédaction du présent texte ? Et sinon, pourquoi en parles-tu alors ? Bien des années plus tard, on t'a demandé de participer en tant que romancier à un recueil à destination d'une association venant en aide aux enfants hospitalisés. L'enfance pour moi, c'est cette vieille dame très sage qui me prend doucement dans ses bras pour me consoler, et qui, à ma question un peu désespérée, « Ça sert à quoi d'être différent ?» me répond doucement, « Je ne sais pas, mais si Dieu avait voulu que nous soyons tous pareils, il aurait commencé par les doigts de la main. » L'enfance, c'est cette vieille dame très sage qui apprend aux enfants différents à savoir aimer, avant de savoir mentir. Je ne l'ai jamais rencontrée. Voilà, tu ne l'as jamais rencontrée. Pourtant, tu es sûr d'une chose. À 9 ans devant le JT, la vieille dame aurait dû être au rendez-vous. Tu ne sais pas quelle part de mal-être en toi est comptable de ce rendez-vous manqué. Mais tu sais qu'un chien noir a commencé à s'installer dans ton cœur à ce moment-là. Tu sais qu'il a creusé son trou encore et encore. Personne ne peut s'imaginer la marque indélébile qu'impriment en nous de tels silences. D'ailleurs, qu'aurais-tu voulu que tes parents te disent exactement ? Tu es né en 1985, 3 ans seulement après la dépénalisation de l'homosexualité. Avec le recul, tu penses que ta famille n'était ni plus ni moins que le fruit de l'époque. Tes parents étaient à la fois totalement normaux et perdus, simplement perdus. Ce qui t'apparaît tout à fait naturel, mais aussi d'une étrangeté certaine puisque tout, dans leur éducation matinée d'amour et de bienveillance, visait à t'armer intellectuellement, en vue de mieux t'accepter toi-même. Ta mère ne t'a-t-elle pas donné le goût merveilleux de la lecture ? Ton père n'a-t-il pas sans cesse flatté en toi le don d'imaginer, de rêver, d'espérer ? Ne t'ont-ils pas tous deux donné confiance en toi, envers et contre tout ?
C'est bizarre. Offrir à son enfant les moyens de sa propre émancipation et en même temps, redouter peut-être qu'un jour il ait besoin d'user de ces mêmes moyens. Très joli cet extrait, très touchant. Ça sert à quoi d'être différent, hein? Belle question, et alors belle réponse que cette femme qui répond, ça sert, je ne sais plus ce qu'elle dit, mais elle dit si Dieu avait voulu qu'on soit tous pareils, il aurait commencé par les 10 doigts. Hein. Il me semble que c'est ça la réponse. Cet extrait de Tous les silences ne font pas le même bruit de Baptiste Beaulieu, lu ici par Olivier Martineau. Ça vient de sortir en livre audio. Grindadrap, alors là on change complètement d'atmosphère. On est sur un bateau et on est dans le domaine maritime, dans les fonds marins, avec une baie entière qui est noire d'animaux, des bateaux qui les ont rabattus et qui forment comme une masse compacte dans leur dos. C'est du moins le résumé là que je suis en train de vous lire, parce que celui-ci je ne l'ai absolument pas lu. Il y a des hommes qui tapent contre les coques dans un tintamarre de kermesse, qui s'époumonent dans des sifflets et des cornes de brume, poussant les cétacés vers le rivage où les tueurs les attendent. Alors, au milieu des cadavres de cette chasse rituelle à la baleine, flotte le corps du vieux chef du Grindadrap, c'est le nom du bateau, couvert d'étranges plaies. Évidemment, les rumeurs les plus folles se propagent. On se demande ce que font sur l'île ces 2 militants écologistes du Sea Shepherd. Est-ce qu'ils se sont vraiment échoués là, jetés là par la tempête? Ce que j'ai envie de vous dire au sujet de ce livre, c'est qu'on ne se rend pas compte du récit dramatique du bouquin dans l'extrait que je vais vous présenter, mais on va se rendre compte de la présence de la faune maritime qui, elle, y est bien présente. Extrait de Grindadrap. Des requins bulldogs, au moins 2, et un tigre dont l'aileron vient d'émerger à une centaine de mètres. J'attends sur la margelle du bateau d'études, les jumelles à la main, mais Ali n'est pas au rendez-vous. La mer est pourtant calme, d'un vert bleu écrasé de soleil. Les squales sont loin de la côte, où d'ordinaire ils aiment chasser dans les eaux putrides déversées par les humains. Bizarre, me glisse Julia. On dirait qu'eux aussi attendent. Les requins ne savent pas s'arrêter. Leur métabolisme exige un mouvement perpétuel, et ces 3-là tournent en rond, aussi lentement que possible. Peut-être qu'ils digèrent notre capitaine? Très drôle. Le sourire de Julia est crispé sous sa peau bronzée. Elle sait que les requins attaquent l'homme par accident, ou quand il entre dans leur périmètre de sécurité, que ces poissons à moitié aveugles nous confondent avec leur proie habituelle et nous recrachent presque systématiquement tant on a un sale goût. Mais les idées recuites ont la peau dure. Les bulldogs restent à distance. Notre bateau ne les intéresse pas. Julia ouvre le zip de sa combinaison. On commence à crever de chaud. Quand une rumeur monte du poste de pilotage. Pas besoin de sonar ou d'hydrophone pour sentir mon cœur s'emballer. Le cachalot jaillit soudain des flots. Sa tête énorme se propulsant à gros bouillons blancs et bleus avant de stabiliser sa masse à la surface. Un long souffle en guise de salut. Je reconnais Ali à ses coquillages parasites, aux cicatrices laissées par les calamars géants qu'il a appris à traquer dans les abysses. Un jeune mâle de 12 mètres que notre navire de recherche n'effraie pas. On suit le groupe de cachalots depuis des semaines, enregistrant leurs plongées quotidiennes, des bombes dévalant 60 mètres par seconde jusqu'à 1000 mètres de profondeur si besoin. Leur territoire de chasse est d'un noir total, mais les échos de leurs clics, captés par toute la famille, les orientent comme un GPS. Les jeunes ne sont pas encouragés à s'éloigner du groupe, mais Ali est un être curieux. Je ne sais pas ce que l'animal voit de moi quand son œil énorme me croise, mais ce que je vois de lui me renverse les tripes. À chaque fois. Une émotion pareille a forcément un sens. Julia est d'accord, mais aujourd'hui le comportement d'Ali est inhabituel. Il stagne à la surface. Quelque chose ne va pas, dit mon équipière. Ali a l'air blessé. Ça expliquerait la présence des requins. Regarde, on dirait qu'il saigne. Il semblerait, oui.
je dis en vérifiant dans ses jumelles. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir? Ok, mais je conduis. On est à l'unisson au milieu des requins. Le tigre s'est rapproché d'Ali. Sondant sans doute l'état de santé du cétacé, les bulldogs zonent à distance. Ali ne bouge pas, la tête à demi émergée, mais il m'a vu sur le canot, qui vient de stopper et dérive maintenant à une quinzaine de mètres, où il m'a senti, tout près. J'attends qu'on se stabilise en pleine mer pour prendre les jumelles. Je craignais que le jeune cachalot se soit fait découper par l'hélice d'un cargo, qu'il ait été percuté ou attaqué par des orques hauturières, mais ce n'est rien de tout ça. Putain. Quoi? Il a un hameçon dans la bouche, je dis. C'est pour ça qu'il saigne. Extrait de Grindadrap de Caril Ferret, c'est lu par Théo Frilet. C'est une belle brique de quelques 10 heures et ça m'a l'air tout à fait envoûtant. Bon, on se quitte là-dessus, les amis. Je vous rappelle mon nom, je m'appelle Clotilde Sey et je vous ai présenté l'émission des livres plein les oreilles appuyée par mon ami Mathieu Tessier. À la semaine prochaine!